Aujourd'hui, nous nous attelons à l'étude d'un des plus grands jazzmen de tous les temps, un poète maudit du jazz qui vous séduit en une seule phrase. Le solo que nous allons analyser est un des plus célèbres de tous les temps, relevé par des millions de jazzmen, et ça se comprend parce qu'il est magnifique et regorge de pépites de vocabulaire. Alors, si vous aussi, quel que soit votre instrument, vous voulez sonner un peu plus comme Chet Baker, infuser votre discours de ces belles idées mélodiques, attendez de voir la suite. Jazzwomen, Jazzmen, bienvenue sur la chaîne de jazzcomposer.fr, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui nous nous attelons à l'étude d'un de mes jazzmen préférés qui m'a personnellement le plus influencé. J'ai nommé Chet Baker, qu'on ne présente plus, célèbre trompettiste et chanteur américain. D'ailleurs, le solo que nous allons relever aujourd'hui n'est pas un solo de trompette, pour changer, mais un scat, donc un solo à la voix. Avant de vous faire écouter le solo, sachez que sur la page Patreon, donc l'endroit où je poste toutes les ressources relatives à ces vidéos YouTube, nous avons relevé l'intégralité de ce solo, phrase par phrase, depuis le début de l'année, là. Donc j'ai posté 6 vidéos dans lesquelles je vous aide à le faire. Vous avez 6 vidéos d'une trentaine de minutes chacune, donc je vous fais relever la phrase en question, je vous aide, je vous solfie le rythme, un peu sur le même principe que ma dernière vidéo sur YouTube, donc on le relevé d'un solo de Clark Terry. C'est la directe continuité de cette vidéo, donc si vous avez apprécié celle de Clark Terry, vous allez apprécier cette série. Et donc, je vous fais relever les choses, ensuite on les étudie ensemble et je vous donne des exercices avec des playbacks, etc. pour que vous puissiez appliquer les beaux éléments de vocabulaire de Chet Baker. Sans plus attendre, écoutons le solo. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça parfait, c'est magnifique, toutes les phrases sont exceptionnelles, c'est un sens mélodique vraiment unique, et je sais pas vous, mais j'imprégnerais volontiers mon jeu de toutes ces belles phrases. Chet Baker improvise sur le morceau, c'est un standard de jazz, It Could Happen to You, la forme du morceau c'est A, B, A, C. Ici, il fait une demi-grille, donc 16 mesures, et il y a 6 phrases. Et vous allez voir que ces 6 phrases vont être assez pour nous apprendre comment sonner un peu plus comme Chet. Rentrons dans le détail. Et on va commencer par ce qui me paraît le plus évident, moi, quand j'écoute ce solo, notamment à l'écoute de certaines phrases, c'est que Chet a ingéré tout le vocabulaire bebop, donc de boppers comme Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, Bud Powell, etc. On parle de tous ces musiciens et tout le langage mélodique, harmonique, rythmique qu'ils ont inventé. Comment est-ce que ça se reconnaît la présence de ce bebop dans le jeu de Chet Baker? En fait, on a des petits indices, notamment les enclosures et les ornements. Alors, ces deux termes techniques, normalement, ils vous disent quelque chose. Si vous avez visionné des vidéos précédentes de la chaîne, je vais les réexpliquer. Alors, déjà, les enclosures. Les enclosures, c'est un procédé mélodique qui consiste à prendre une note cible, par exemple cette note-là, la note Do pour notre accord La mineur 7, c'est la tierce de l'accord, et donc cette note cible, on va l'approcher par deux notes précédentes, et ces notes vont être inférieures et supérieures, ou supérieures et inférieures. Bref, l'ordre importe peu, le sens importe peu, du moment que vous avez bien une note au-dessus et une note en dessous de la note cible, et ces deux notes d'approche encadre la note cible, d'où le terme enclosure qui veut dire une espèce de clôture, un cadre en anglais. Et vous avez donc pour la note Do, les notes d'approche Ré et Si. Et on voit que dans cette phrase, c'est particulièrement représentatif parce que vous en avez fait plusieurs. Donc vous avez Ré Si Do ici, vous avez Si Ré Do ici, qui viennent approcher la même note Do, mais ici sur cet accord de Ré 7, c'est donc la septième de l'accord. On a également, pour approcher la quinte de l'accord, la note La, les notes Sol et Si. Et donc vous vous retrouvez avec 3 enclosures dans la même phrase, ça sonne bebop. Ensuite, parlons des ornements. Dans ce solo, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même
un qui est particulièrement joli et notable, c'est sur cette phrase, l'entrée du B au milieu du solo. L'ornement, il est juste ici, là, c'est le petit passage en triolet. Vous avez cette phrase qui est en croche, ce petit passage en triolet, donc l'ornement, il vient apporter un petit peu de richesse rythmique, si vous voulez, à peu de frais, parce que c'est pas très dur à convoquer. Je vous explique le principe. On pourrait imaginer qu'ici, on a toute une phrase en croche avec mi bémol et fa en croche, et là, il s'agit juste de répéter la première note après la deuxième, et juste au lieu de 2 notes, on fait un paquet de 3 notes un petit peu plus rapide, et ça fait un triolet. Donc au lieu de ré, do, ré, mi, fa, ré, do, si. Ce qui est super, ça sonne super, mais c'est assez monotone en termes de débit. On peut ajouter un petit peu de dynamisme avec cette technique, l'ornement. Tout de suite, il se passe un truc. Et ça, c'est typique du vocabulaire bebop. Une autre chose, c'est qu'à un moment, il va jouer une petite phrase qui colle bien, un petit plan. Vous savez, un plan, c'est une phrase type qu'on peut jouer sur une progression d'accords. Et là, en l'occurrence, c'est sur le 2-5-1 mineur. Et il le fait avec un rythme de double croche. Je vous le joue. Le débit de base pour les phrases de son solo, ça va être les croches, les noirs, peut-être les triolets. Et là, Chet, il va aller chercher un débit encore plus rapide, qui est la double croche. Et ça, c'est particulièrement caractéristique du bebop. Si jamais vous voulez en apprendre plus sur tous ces procédés, donc les enclosures, les ornements, consultez les premières vidéos de la chaîne. Il s'agit des analyses du solo de Pasquale Grasso. Il y a 2 vidéos, et ça s'intitule Comment sonner bebop, et puis le deuxième volume de la série, c'est consacré aux ornements. Vous pouvez pas les louper sur la chaîne, et je vous donne plein d'astuces et plein d'exercices pour vraiment les pratiquer. Donc si jamais vous voulez progresser en bebop, consultez ces vidéos. Passons au deuxième point qui, moi, m'a vraiment frappé à l'écoute de ce solo et qui fait que Chet Baker sonne aussi bien. Et c'est un réflexe qu'ont la plupart des grands jazzmen pour assurer une certaine cohérence mélodique à leurs phrases. Ce réflexe, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, c'était dans la vidéo sur le 2-5-1, le secret des grands jazzmen pour bien sonner sur le 2-5-1, et ce secret, c'était d'appuyer leurs phrases sur les conduites de voix qui traversent les accords. En fait, quand vous avez des progressions d'accords en jazz, vous avez certaines notes qui résonnent entre elles d'un accord à l'autre. Ces notes, elles sont très proches, elles sont conjointes, on dit, donc c'est espacé d'une seconde tout au plus, donc c'est vraiment, quand vous regardez des touches de piano, c'est vraiment la touche d'à côté, les touches d'à côté. Les jazzmen, c'est comme s'ils traçaient une ligne qui traverse les accords et qui relie ces notes très proches, et qu'ils basent leur phrase dessus. Cette ligne-là, qui traverse les accords, ça va être le squelette de leur phrase, et après ils embellissent, ils utilisent des arpèges, des gammes, mais toujours en rappelant les notes de cette ligne pour assurer la cohérence mélodique de leur phrase. Je trouve ça si important que j'ai carrément écrit des méthodes qui adressent ce point spécifique. Ça s'intitule 13 plans pour maîtriser le 2-5-1 majeur et 13 plans pour maîtriser le 2-5-1 mineur. Mais sur les 2 progressions d'accords qu'on retrouve le plus communément dans les grilles de jazz. Et dans ces bouquins, j'ai casé des exemples de Chet Baker que je vais vous montrer maintenant. Donc là, ce que vous allez visualiser, il s'agit d'un extrait d'une page, ça c'est la deuxième méthode, c'est 13 plans pour maîtriser le 2-5-1 mineur. Donc on est sur une progression d'accords qui est un 2-5-1 mineur en Fa, Sol, Do, Fa, 2, 5, 1, et ça c'est une phrase de Chet Baker qu'il joue sur le morceau Funk in Deep Freeze, et je vais vous jouer la phrase avec l'harmonie en dessous, et vous allez voir que ce que je vous dis se vérifie. Je vous la joue, la progression d'accords c'est celle-ci. 2, 5, 1 mineur. Et la phrase de Chet, c'est Fa, Mi, Ré, Ré. Je rejoue encore une fois. Fa, Mi, Ré, Ré. Je vous la joue à la trompette. De quoi s'agit-il? Alors soulevons un petit peu le capot et intéressons-nous à l'intérieur, au rouage de la mécanique. On va étudier un petit peu ce qui se passe à l'intérieur du 2-5-1 mineur. Donc là, ce que je vous ai représenté ici, ce sont les tétrades des accords avec quelques petites notes qui traînent. Je vous explique tout ça dans le détail dans le bouquin. Ce qui est très très important, c'est que j'ai mis certaines notes en bleu, certaines notes en jaune et certaines notes en rouge. Les notes qui sont en bleu résonnent d'un accord à l'autre avec les notes qui sont en bleu, les notes en jaune résonnent entre elles d'un accord à l'autre, etc. Vous voyez. Donc là, ce qu'est en train de jouer Chet Baker, c'est les notes qui sont en bleu. Fa, Mi, Ré. Il s'agit de la 7e de cet accord-là, de la
tierce de cet accord-là et de la sixte majeure de cet accord. Et vous remarquerez que ces notes sont toutes conjointes, elles sont situées à un intervalle d'une seconde ou moins les unes des autres. Chet Baker visualise donc ces notes qui guident son improvisation, moi j'appelle ça les notes guides, et il trace une ligne qui les relie, une ligne guide, et il base sa phrase dessus. Alors en l'occurrence, cette phrase elle est assez essentielle puisqu'elle ne consiste qu'en ce squelette, cette ligne guide. Mais on va voir tout de suite une autre phrase de Chet Baker qui consiste en un peu plus. Une autre phrase dans laquelle cette ligne guide là, elle est un petit peu nichée, il faut la trouver. Voici maintenant un autre extrait, cette fois du livre 13 plans pour maîtriser le 2-5-1 majeur. Donc là maintenant, il s'agit d'un plan qui est joué sur un 2-5-1 en sol majeur. Voici déjà la progression d'accords, donc c'est un 2-5-1 en sol majeur. 2-5-1. Et la phrase de Chet Baker. Je vous la joue à la trompette. 1, 2. Alors, si nous regardons maintenant de quoi consiste un 2-5-1 majeur en sol, nous voyons que nous avons, là j'ai mis en avant 2 lignes guides dans ce livre-là, et 3 dans celui sur le 2-5-1 mineur. Celle qui part de la 7e du second degré, ça fait sol, fa dièse, et ensuite on va soit sur sol, fa dièse, soit mi, et celle qui part de do, et qui fait do et si. On va essayer de retrouver ces notes guides à l'intérieur de ce plan-là. Donc là on retrouve la note do, qui va se poursuivre sur la note do, mais sur le premier degré, on n'a pas de résolution sur la note correspondante de la ligne, donc do, do, si. Par contre, on retrouve bien les notes sol, fa dièse, et puis mi, qui sont les notes bleues ici, sol, fa dièse, mi. Comme en plus on remarque que mi, do, la, sol, c'est un arpège de la mineur renversé, on peut donc en conclure que son second degré, à Chet Baker, il dure un petit peu plus longtemps que prévu. Le 5e degré, il apparaît au moment où, effectivement, dans sa phrase, il joue la note fa dièse, puis ré, et le premier degré arrive avec la sixte de l'accord, note apaisée, et note de résolution de la ligne guide qu'il vient de préparer avec sol et fa dièse. Donc ici, le squelette de sa phrase, c'est d'abord do, et ensuite sol, fa dièse, mi, mi, et il l'embellit avec un bout de gamme, un petit arpège, une note de l'accord, et ça donne ça. Sol, fa dièse, mi. Comment ce phénomène se retranscrit dans notre solo qui nous intéresse? Alors, étudions cela, on va prendre cette phrase, je vais vous la jouer. C'est, donc le solo il commence ici avec le début du A, et je vous ai juste isolé cette deuxième phrase. Je vous le joue. Alors vous l'avez peut-être deviné avec cette phrase, mais on a bien l'impression qu'on a une ligne guide qui traverse tous ces accords, donc que Chet base son discours sur des notes qui sont conjointes. On va voir. Donc là, je vous ai surligné le squelette de la phrase, je vous ai entouré. Donc on commence par la note do dièse, qui résonne avec le ré qu'on a juste après. Et ensuite, ce ré, il va rester le squelette pendant toute la phrase, jusqu'ici, jusqu'à la résolution sur le si, 7 ici. Donc c'est-à-dire que si jamais je ne jouais que les notes do dièse, puis ré, do, si, ça marcherait aussi parce que ça passe bien par rapport à l'harmonie, ce serait beaucoup plus essentiel, ce serait comme la première phrase que je vous ai montrée de Chet où il ne faisait que jouer toute la ligne. 1, 2, 3, 4. Et dans la phrase suivante, on voit qu'on a des petits indices qui font que Chet il a intégré cette habitude de baser son discours sur les conduites de voix, de faire résonner les notes entre elles d'un accord à l'autre. Et donc là, on a notamment la note La qui va sur la note Sol dièse, la 7e du Si-7 qui se résout gentiment sur la tierce du Mi-7 bémol 9.
Si on considérait ce plan-là dans le contexte d'un 2-5 mineur comme Chet a dû l'apprendre ou le travailler, et qu'on avait un La mineur ici, donc on aurait cette note-là qui se résout sur une note conjointe au sein de l'accord suivant, donc encore ce phénomène de baser son discours sur les conduites de voix. Ce que je vous recommande de faire pour vraiment acquérir ce réflexe, c'est de travailler mes bouquins, je les ai écrits pour ça, vraiment, donc vous apprenez des beaux éléments de vocabulaire avec 13 phrases de grand jazzmen que je vous ai relevées et transposées dans toutes les tonalités, et, comme vous avez pu le voir, analysées avec ce focus-là des conduites de voix qui traversent les accords. Cette compétence-là, de mon point de vue, il ne faut pas y penser intentionnellement, ou pas y réfléchir quand on improvise. C'est plutôt un réflexe, un goût de la cohérence mélodique à acquérir en amont, en travaillant des exercices. Tout ça pour vous dire que ne vous en faites pas trop pendant que vous êtes en train d'improviser, mais travaillez-le bien en amont pour que justement vous n'ayez pas à y penser, et que ça se passe tout seul quand vous improvisez. Les deux points que je viens de vous présenter, ils ne sont pas forcément spécifiques au jeu de Chet Baker, dans le sens où il y a la majorité des grands jazzmen qui maîtrisent le langage bebop et basent leur discours sur les conduites de voix qui traversent les accords pour assurer la cohérence mélodique de leurs phrases. Dans ce troisième point, je vais adresser ce qui est vraiment spécifique au phrasé que je trouve très élégant de Chet Baker. Quand on parle de phrasé, il y a plusieurs manières de le définir, mais moi j'aime bien cette définition-là, donc c'est l'art d'organiser les notes, le rythme et l'interprétation, tous les éléments d'habillement, donc l'articulation, les nuances, pour former des phrases. On va y aller point par point, et on va commencer par l'harmonie et ce qui est spécifique du point de vue harmonique chez Chet Baker. Et moi, ce qui me frappe personnellement, c'est qu'on a, dans les phrases de Chet Baker, à la fois des choses très simples, et à la fois des choses très sophistiquées. Je vais vous expliquer. Alors, je vais vous prendre deux exemples de phrases qui sont vraiment très très simples, ou d'éléments de vocabulaire qui sont basiques. Premièrement, on a l'entrée du solo, et c'est le début de la phrase, etc., etc. Et là, il s'agit juste des 4 premières notes, donc si jamais vous avez vu ma vidéo sur le solo de John Coltrane sur Giant Steps, et si jamais vous avez travaillé les séquences que j'ai postées à ce sujet sur la page Patreon, vous savez de quoi il s'agit. Il s'agit d'une petite cellule mélodique, et cette cellule mélodique, elle consiste en les premières, deuxième, troisième et cinquième notes d'une gamme. Là, en l'occurrence, ce serait une gamme de Ré majeur. En fait, Chet Baker, il transpose ce principe du 1, 2, 3, 5, sur la gamme de Sol majeur, il commence par la quinte, donc ça ferait 5, 6, 7, 2. Bref, la forme mélodique, c'est bien 1, 2, 3, 5. Si jamais on est en Do majeur, ça donne Do, Ré, Mi, Sol. Et ça, c'est vraiment une cellule mélodique que vous retrouvez dans tous les solos de jazz, presque, et c'est hyper basique. D'ailleurs, si je joue un 2-5-1 en utilisant pour chaque accord des cellules 1, 2, 3, 5, regardez comment ça sonne. On peut difficilement faire plus scolaire. Deuxième phrase qui pour moi est vraiment basique, c'est celle-ci. Alors, c'est joué sur un si bémol diminué, mais dans certaines versions de la grille de It Could Happen to You, ici on a un 2-5 mineur vers le 3e degré de la tonalité qui serait si mineur. Et donc on va analyser ces notes avec cette harmonie en tête. Écoutez comment ça sonne. Donc si on considère qu'on a un accord de Do dièse mineur 7 bémol 5, et ensuite un accord de Fa dièse 7, bémol 9, d'ailleurs j'ai pas mis de 7, c'est une erreur de ma part. On aurait donc ici la fondamentale de l'accord, la tierce de l'accord, la quinte bémol de l'accord, donc c'est-à-dire l'arpège de la triade, tout simplement. Ça atterrit sur la fondamentale de l'accord suivant, pareil, il n'y a rien de sorcier, c'est hyper simple et ça sonne magnifiquement bien. Ça, c'était pour le côté un peu basique de son jeu harmonique, et maintenant, on va parler de ce qui est très très avancé et très sophistiqué, et qui pourtant, vous allez voir, sonne assez simple, entre guillemets. Écoutez cette progression. Je vais vous la jouer au piano avec l'harmonie derrière. La première note par rapport à l'accord qui est joué, c'est la 11e de l'accord, donc c'est une extension. Si jamais on déroule tout l'accord de Fa dièse mineur 7 bémol 5, on a Fa dièse, La, Do, Mi, Sol ou Sol dièse, je vais prendre Sol, ensuite Si, la note qui nous intéresse, et enfin on aurait Ré, et là on aura toutes les notes du mode, donc les 7 notes qui sont empilées pour former un accord à 7 sons.
Donc vous voyez qu'on est déjà loin de la fondamentale de l'accord, on n'est pas sur une note de la triade, on n'est pas sur une note de la tétrade, on est sur une note qui est vraiment au-dessus. Et c'est un choix mélodique par rapport à l'harmonie qui est donc très sophistiqué, c'est une note qu'on n'aurait pas idée de viser si jamais on n'était pas un jazzman aussi aguerri harmoniquement parlant que Chet Baker. D'ailleurs, quand il résout sur le mi mineur, il n'est pas tout de suite sur la note sol, il est sur la note La. Et la note La par rapport à mi mineur, vous pouvez prendre ça comme un retard par rapport à cet accord-là, mais là ça dure quand même très longtemps, ça dure 2 temps. Et donc par rapport à cet accord-là, c'est encore une onzième. Je rejoue la progression. Et si je vous joue des notes des triades ou des tétrades des accords, regardez comment ça sonne en comparaison. Ça sonne beaucoup plus basique, beaucoup plus... On est redescendu en termes de sophistication par rapport à... Là, on est en haleine. On attend de voir ce qui va se passer. C'est vraiment des notes qui sont très très expressives. Et on aura le temps de reparler de la suite de la phrase, qui est un élément de vocabulaire incontournable du jeu de Chet Baker qu'il joue dans beaucoup de ses solos. On en reparle un petit peu plus tard dans la vidéo. Adressons maintenant le rythme dans le jeu de Chet Baker. C'est quelque chose qui ne va pas forcément vous sauter aux oreilles tout de suite, sauf si vous avez bien travaillé votre rythme avant, mais vous pouvez remarquer que Chet joue parfaitement en place. Il n'y a pas une note qui n'est pas en place, qui est imprécise. Quand j'ai retranscrit le solo, c'est très très clair. Tous les débits qu'il utilise sont quantifiables, c'est-à-dire que ce sont soit des noirs, des croches, ce sont des débits précis, des découpes de la mesure ou du temps qui sont régulières et vraiment précises. Pareil, en termes de tempo par rapport à la rythmique, Chet n'est pas en train de ralentir ou d'accélérer, il est parfaitement en place. Devenir une machine de rythme comme Chet Baker, ça prend un petit peu de temps à acquérir, et même moi, à mon niveau, j'en suis pas encore là, mais je vous donne quand même quelques exercices pour y arriver dans le cours complet de rythme de jazzcomposer.fr, je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. De manière générale, tous les grands jazzmen jouent parfaitement en place et jouent des débits qui sont parfaitement quantifiables à un tempo qui est très régulier. Ce qui est assez frappant chez Chet Baker, et ce qui est très spécifique, c'est que la manière dont il swing est parfois très égale, pas tout le temps. Pour vous illustrer ça, je vais vous prendre une phrase du solo, la phrase du milieu, celle avec laquelle il monte un petit peu dans l'aigu. Je vais vous la jouer d'abord comme il la joue. 1, 2, 3, 4... Si vous n'avez pas encore remarqué quelque chose de spécial avec son swing, maintenant je vous la joue avec un swing un peu plus ternaire, un peu plus marqué. 1 et 2, 3, 4... Ce qu'il joue effectivement. Si on devait marquer le swing. Ce qu'il joue. Donc avec les avant-après, normalement vous avez dû entendre que Chet Baker, lui, joue ses croches de manière beaucoup plus égale que si jamais on devait les jouer avec un swing, on va dire, basique, comme il le fait d'ailleurs dans le début du solo. Et il s'agit toujours de croches, c'est-à-dire que si on a la noire qui est comme ça, on a nos croches qui sont dou, badou, 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 et Chet, lui, fait dou, badou, 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 badou. Comme si il jouait dans une rythmique binaire, donc par exemple la bossa nova. Et ça donne une sensation de placement en arrière, en fait ça donne une sensation, son phrasé se relâche un peu, se détend un petit peu, et se détache un petit peu de la rythmique qui elle est toujours en train de swinger, dou, badou, 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 lui il se détache, se passe un petit peu au-dessus, badou, dadou, dadou, dadou. C'est un peu la même sensation qu'on retrouve si on utilise un débit comme le triolet de noir. Je vais vous jouer une mesure de croche et une mesure de triolet de noir, vous allez bien comprendre la différence. Dou, badou, 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 dou, badou, dou. Avec la deuxième mesure, ce que je chantais, c'était beaucoup plus aérien que le départ, qui était beaucoup plus ancré dans ce que vont jouer la batterie, la contrebasse, le piano, d'une section rythmique de jazz. Donc cette manière de phraser les croches, c'est vraiment typique de tout le courant West Coast dont Chet Baker faisait partie, avec Paul Desmond, avec Stan Getz aussi. Et donc ça détend un petit peu le phrasé.
Continuons avec les spécificités de phrasé de Chet Baker en adressant la densité du discours. J'entends par densité le nombre de notes par phrase, mais également le nombre de phrases à l'intérieur des carrures. Je vais vous expliquer. On dit souvent que le discours de Chet Baker est minimaliste, mais personnellement je trouve que dans ce solo ça ne se vérifie pas forcément, parce que on a quand même beaucoup de notes, il joue quand même beaucoup de choses, et on a quelques phrases en double croche, ce qui indique quand même qu'il a une certaine envie d'être prolixe. Mais ce qui est particulièrement remarquable, c'est qu'on n'a pas plus de une phrase par progression d'accords. Je m'explique. Voici la grille de It Could Happen to You, avec une petite analyse, c'est-à-dire que j'ai encadré chaque progression, chaque mouvement harmonique. C'est-à-dire que là, on a le premier degré de la tonalité, ensuite un 2-5 vers le 2, donc ce mouvement harmonique là, il prend fin sur cette mesure. Il commence ici et il prend fin là. Ensuite, pareil, un mouvement pour revenir sur le premier degré, ce premier degré se transforme en 5 du 4 et va sur le quatrième degré de la tonalité, donc pareil, on a un mouvement 5, 1 par là, et donc ça prend fin par ici. Par ici, un 2, 5 du 2, donc là on peut prendre ça comme une demi-cadence, comme on est en fin de cycle, mais on peut aussi dire que ça résout, et donc la fin du mouvement harmonique, elle est soit ici, soit par là. Si tout ce que je vous dis là, je vous parle de degrés, de progression d'accords, de cadence, 5-1, si tout ça c'est du charabia pour vous, je vous mets le lien vers le cours d'harmonie de jazzcomposer.fr, vous m'en direz des nouvelles. Je vais vous faire réécouter le solo de Chet par rapport à ces encadrements, et vous allez voir qu'on n'a pas plus de une phrase pour exprimer un mouvement harmonique. 1, 2, 3, 4. Et fin de la phrase, voilà. On exprime le mouvement, il continue, il va s'arrêter par là. Ok, une phrase aussi. Là, normalement, il devrait s'arrêter ici. Il s'arrête. Va-t-il s'arrêter? Oui. Donc à chaque fois, sauf peut-être ici, à l'intérieur des encadrés, on n'a pas 2-3 phrases. Et d'ailleurs, ces phrases, elles enjambent parfois des mouvements mélodiques, c'est-à-dire qu'ici, sa phrase commence ici, on a un mouvement harmonique qui arrive à son terme, il y en a un nouveau qui commence, et sa phrase, elle, continue jusqu'à la fin du mouvement harmonique suivant. Maintenant, je vais vous montrer ce que c'est un discours vraiment minimaliste. C'est-à-dire un discours dans lequel on jouerait pas forcément tous les mouvements harmoniques, on en laisserait certains vides. 1, 2, 3, 4. Vous avez pu remarquer que toute cette progression-là et celle-ci, je ne les ai pas jouées. J'ai joué à la fin de cette mesure-là, mais pour anticiper cet accord-là, donc je considère que j'étais déjà dans ce cadre beige. Donc vous voyez l'effet que ça fait. On a vraiment des endroits où on a comme un vide, un grand vide, comme un manque, et c'est assez vertigineux. Maintenant, je vais vous montrer l'exact opposé, donc je vais essayer de jouer 1 à 2 phrases par progression. Donc vous vous concentrez toujours sur les encadrés, vous essayez de compter les phrases que je joue sur ces encadrés. Et 2, et 1.
Voilà, donc maintenant vous pouvez bien comprendre la différence entre un phrasé qui est dense, un phrasé qui est peu dense, et puis le phrasé de Chet Baker qui pour moi se situe entre les deux. Pour terminer, on va aborder un des aspects les plus importants du phrasé de Chet Baker, c'est la manière dont il crée de belles idées mélodiques. Donc il invente ce qui pourrait s'apparenter à de nouvelles mélodies sur les accords. Et j'ai un petit indice sur la manière dont il s'y prend, en tout cas ce qu'il a pu travailler ou ce dont il a pu s'imprégner pour y arriver. On va voir ça avec cette phrase en particulier. Ça arrive vers la fin de son solo, il s'agit d'un petit élément de vocabulaire, et je vous le joue. 1, 2, 3... Et moi, ce qui va surtout m'intéresser, c'est ce qui se trouve après cette tenue, donc Sol, Si, Ré, Fa, Dièse, Sol, Mi. Est-ce que vous reconnaissez ce petit élément de langage? Alors si vous avez suivi la série de vidéos de relevé du solo sur Patreon, vous le reconnaissez puisque je vous en ai parlé. Il s'agit d'un début d'une mélodie d'un standard de jazz. Le standard de jazz I Can't Get Started. Je vous le mets. Et on va s'écouter la version de Clifford Brown, célèbre trompettiste que j'adore. Alors écoutez, ça va être les premières notes du thème. Après cette superbe intro, je vous le rejoue quand même, ça consiste en ces notes-là. Et là, si je vous le joue dans la même tonalité, à partir d'ici, le morceau de Chet Baker, ce sont les mêmes notes. Et lui, il l'utilise avec un autre rythme, 3, 4, et 1, 2... Dans un autre solo, sur un autre morceau qui s'appelle I Fall in Love Too Easily, il utilise encore un autre rythme qui est 3 et 4. Il s'agit donc du début de la mélodie de I Can't Get Started, et d'ailleurs ici il l'utilise de manière sophistiquée puisque à la base c'est joué sur un accord majeur. Ici, cet élément de vocabulaire il n'intervient pas sur un accord majeur, il intervient sur un accord mineur et c'est enjambé sur un accord 7. Dans la séquence dédiée sur Patreon, je vous dis précisément de quelle note il s'agit, et je vous donne des exercices pour le travailler, mais juste pour vous expliquer, il met en scène une note sophistiquée, la 13e sur l'accord 7 ici, qui peut aussi s'apparenter à la 9e si jamais on considère qu'il est encore en train d'exprimer cet accord-ci. Donc il utilise un élément de vocabulaire qui, à la base, est basique, pour faire résonner des notes sophistiquées des accords. Ça rejoint le point précédent que je vous expliquais sur l'harmonie de son jeu. Ce genre de petits éléments de vocabulaire, ils sont géniaux parce qu'ils en disent long sur la manière dont les grands jazzmen enrichissent leur discours de beaux éléments de vocabulaire mélodiques. Il vous suffit de jouer de belles mélodies de standards de jazz comme le morceau I Can't Get Started, mais comme beaucoup d'autres morceaux bien sûr, ou alors de beaux solos mélodiques comme celui de Chet que nous sommes en train d'analyser, et en les répétant petit à petit, vous allez imprégner votre discours de ces beaux éléments de vocabulaire, et ça va ressortir naturellement tout seul. Donc pour que vous mettiez à improviser de belles mélodies, il faut que vous alimentiez votre discours de mélodies écrites par d'autres avant. Donc je vous ai montré toutes les techniques, et je vous ai décortiqué un petit peu le jeu de Chet Baker. Maintenant, on va essayer de les travailler ces techniques, et je vais vous donner un exercice inédit dans cette vidéo pour ce faire. Nous allons appliquer toutes ces techniques sur un blues en si bémol. On va adopter une densité de discours moyenne comme Chet Baker, c'est-à-dire qu'on va utiliser une phrase par progression d'accords. Je vais vous montrer la grille ensuite avec les encadrés comme j'ai fait pour celle de It Could Happen to You. Une petite précision, je vois souvent mes élèves, quand je leur demande de jouer des phrases un peu longues, qui s'arrêtent au milieu des phrases et qui font quelque chose comme ça. 1, 2, 3, 4... Là, je n'ai non pas joué une phrase, mais j'en ai joué deux, parce que au milieu, on avait un silence, et dès lors que vous mettez un silence, un élément de respiration dans votre discours, c'est la fin d'une phrase. S'il est assez long, bien entendu. Donc pour que le public comprenne que vous venez de jouer une phrase, arrêtez-vous, mais si vous vous arrêtez avant et que vous recommencez, alors vous êtes en train de jouer deux phrases, et vous êtes en train de déroger à la règle d'avoir une densité du discours normale, moyenne, donc avec une phrase par progression d'accords. Faites très attention à ça. Du point de vue harmonique, nous allons faire comme Chet Baker, viser des notes basiques comme celles des triades des accords, et puis, dans le même solo, on va se mettre à viser des extensions d'accords, je vais vous les indiquer sur la partition.
Pour sonner exactement comme Chet Baker, on va utiliser des plans de Chet Baker, c'est-à-dire des phrases types jouées souvent par Chet Baker sur des progressions d'accords donnés. Et si on peut penser à jouer nos croches avec un swing égal, on peut penser aux croches qu'on jouerait sur un morceau de bossa nova, des croches binaires, c'est super. Bien entendu, ça fait beaucoup de contraintes, ça en fait 1, 2, 3, 4. Si vous êtes très aguerri et très rompu à ce genre d'exercice, alors lancez-vous dans la pro en adressant ces 4 contraintes d'un coup. Sinon, si vous êtes débutant, vous prenez une contrainte et vous ne pensez à rien d'autre que cette contrainte-là. Vous ne vous mettez pas à ajouter d'autres contraintes, sinon ça va être trop dur et vous n'allez plus savoir quoi jouer. Voici donc la grille du blues en si bémol. Nous avons premier degré, quatrième degré, premier degré, donc si bémol, mi bémol, si bémol. On repasse sur le quatrième degré, mi bémol, si bémol. On a optionnellement un 2-5 vers le second degré, 2, 5, 1, et puis un 2-5 pareil qui va être optionnel pour revenir en haut, 2, 5, 1. Et donc, suivant ceci, je vous ai fait des encadrés. Alors cet encadré, bien sûr, ces encadrés ils se chevauchent, hein. Cet encadré il commence au début de la mesure. Donc on a premier degré, quatrième degré, premier mouvement harmonique, c'est une cadence plagale pour celles et ceux que ça intéresse, et donc le mouvement harmonique prend fin ici, et puis vous pouvez continuer votre phrase si vous voulez, mais en tout cas il faut l'arrêter ici, comme l'indique l'encadré. Pareil, une autre cadence plagale, et il faut arrêter votre phrase par ici, par ici, par ici, essayez de pas aller trop loin, parce que sinon ça va être dur de recommencer si jamais vous voulez jouer ce mouvement harmonique là, et puis encore ce mouvement harmonique là, bref. Donc on a 1, 2, 3 mouvements harmoniques obligés, et 1, 2 mouvements harmoniques optionnels. Vous pouvez remarquer que j'ai indiqué des petites notes ici, qui sont des phrases de Chet Baker. Ça c'est la phrase du B, je l'ai un petit peu adapté pour que ça colle à l'harmonie. Et ici c'est le plan dont je vous ai parlé, le plan I Can't Get Started. Et donc si on s'intéresse aux notes que j'ai indiquées sur la partition, qui originellement était en vert, après j'ai rajouté mes cadres de couleurs, elles sont plus vraiment très vertes, mais bon, ce sont des extensions d'accords que je vous ai mis pour enrichir votre discours, sur lesquels vous allez pouvoir vous baser. Vous voyez que ça trace ce sont des mouvements conjoints d'un accord à l'autre, donc ça trace des lignes, des conduites de voix qui traversent les accords, comme ça vous fait travailler ça aussi. Et là on a un Do par rapport à un Si bémol, c'est la 9e, un Do par rapport à un Mi bémol, c'est la 13e, on revient sur la 9e, 13e, bam bam bam, là c'est la 9e, le Ré par rapport au Do, la 13e, le Ré par rapport au Fa, et on est sur la tierce avec le Si bémol. Je vous explique comment je vais procéder, je vais faire 2 grilles. Première grille, je vais improviser selon les triades des accords, en utilisant des notes vraiment basiques. Je vais peut-être m'autoriser à aller titiller des extensions par ici. Ce qui est sûr, c'est qu'à la deuxième grille, je vais utiliser les éléments de langage de Chet, tout en veillant bien sûr à ne jouer pas plus d'une phrase par mouvement harmonique. Alors, on est quand même assez proche de Chet Baker. En tout cas, c'est un plaisir de jouer en m'imprégnant de son jeu. Moi, personnellement, j'adore improviser comme ça, me donner ces petits exercices avec ces contraintes, je trouve ça très très ludique. Sur Patreon, je vais vous uploader une vidéo de la même manière où je vais suivre la grille avec mon pointeur, je vous mets ça et je vous l'uploaderai dans plusieurs tonalités selon la transposition de votre instrument, si vous jouez du saxophone, si vous jouez du piano, de la guitare, etc. Ça change des choses. Et je vous mettrai bien entendu le playback. Allez, résumons rapidement ce que nous venons de voir. Ce solo nous a appris que pour sonner comme Chet Baker, il fallait déjà maîtriser un petit peu le langage bebop, que c'était une très bonne idée de baser son discours sur les conduites de voix qui traversent les accords pour obtenir un bon sens mélodique, une belle cohérence mélodique, et que son phrasé, il est harmoniquement à la fois simple et sophistiqué, le swing parfois très binaire, très égal, et son discours pas forcément très dense, et les idées mélodiques vraiment empreintes à celles de grands compositeurs.
Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous avez la moindre question sur cette vidéo, je vous répondrai avec plaisir. Vous pouvez retrouver ce solo transposé dans tous les tons, adapté pour la clé de Fa, pour la tablature, pour la guitare, sur Patreon. Et bien entendu, je vous en ai déjà parlé, relevez-le avec moi, phrase par phrase, également sur Patreon. Tous les liens sont en description. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce et de partager cette vidéo à tous vos collègues jazzwomen et jazzmen. Je sais que certaines et certains d'entre vous le font, donc ça me fait vraiment plaisir. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup. Si vous voulez me remercier, c'est vraiment un excellent moyen. A bientôt sur jazzcomposer.fr.